Bonjour, bienvenue. Autant le dire tout de suite, nous ne sommes pas le 8 mars du tout, mais tout de même dans notre tribune d'aujourd'hui, nous avons décidé de célébrer la femme, la condition féminine en Afrique à la lumière des mutations de nos sociétés. Ce plateau sans détour d'aujourd'hui est certainement béni d'accueillir celle qui permet de stimuler ce qu'on a de meilleur en la femme africaine. On imagine surtout l'exercice fastidieux de dresser une liste, même non exhaustive, de celles qu'on devrait offrir en exemple à la jeunesse. Et je recommande tout particulièrement cet ouvrage, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora. Son auteur, Sylvia Serbin, est avec nous. Je reviendrai sur vos états de service, Madame Serbin, mais sachez que c'est un immense plaisir pour nous de vous accueillir. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Vous ne serez pas seule, j'allais dire la seule femme sur ce plateau. L'actualité récente, malheureusement tragique au Sénégal pour la condition féminine, a projeté au devant de la scène des femmes qui confirment leur leadership dans la prise en charge des préoccupations des femmes pour l'égalité contre les violences faites aux femmes. Au nombre de ces femmes, je vous présente Myriam Dia du si bien nommé projet Nyoyem, qui veut dire littéralement tous égaux. J'espère que j'ai bien traduit Myriam et vos états de service aussi. Vous êtes femme entrepreneur, directrice de l'école bilingue. Bienvenue. Bienvenue, merci à vous. Tout le plaisir est pour moi. Et puis l'autre, je m'honore d'être encore en complicité avec lui ici et ailleurs, puisqu'on partage d'autres tribunes. C'est l'homme de toutes ces dames à notre dernière tribune sans détour où nous avons passé en revue la problématique de la dépigmentation de la peau chez les femmes africaines noires de peau. Il a pris séance tenante sa carte de parrain d'honneur de l'Association internationale de sensibilisation contre la dépigmentation. C'est un dandy, vous le savez, il a en partie pris manifeste pour les causes des femmes. Charles Faye, bonjour et bienvenue dans ta tribune. Bonjour Sissi, bonjour à ces dames qui sont avec nous et puis bien entendu aux internautes de ceneplus.com. Sylvia Serbin, quel exercice quand même que de choisir celle à célébrer, ça tient à quoi? Ah, c'est une longue histoire, mais je suis toujours très heureuse de la raconter. En fait, ça commence dans mon enfance. Lorsque j'étais enfant au Sénégal, le soir, quand on rentrait de l'école, à l'époque, il n'y avait ni télé, ni jeux vidéo, ni ordinateur. Et en attendant l'heure du repas du soir, on était assis dans une cour et il y avait toujours un vieux, un grand-parent, un vieil oncle qui nous réunissait et qui nous racontait des histoires. Et parmi ces histoires que j'ai entendues dans l'enfance, il y avait, on nous parlait des grands royaumes du passé, de cette Afrique organisée avec toutes ces sociétés donc qui se suffisaient à elles-mêmes. Et parmi les personnages qu'on nous décrivait, donc il y avait beaucoup de héros masculins, mais il y avait aussi des femmes, des épouses, des mères, des tantes de rois qui participaient à la vie publique, qui étaient résistantes, qui se battaient comme les guerrières des Amazones de l'ancien royaume du Dahomey. Et donc tout ça a bercé mon enfance. Et plus tard, quand j'étais étudiante en histoire à Paris, je me suis spécialisée sur l'histoire de l'Afrique et curieusement, on n'évoquait jamais de femmes. Et quand j'ai posé la question à mon professeur, il m'a dit les femmes noires n'ont exercé aucun rôle dans l'histoire. Et si vous avez entendu parler de personnages féminins, ce sont des mythes inventés par des populations primitives pour pouvoir valoriser un peu les femmes. J'avoue que ça m'a choquée, mais j'étais très frustrée. Mais à l'époque, on ne répondait pas à son professeur. Bon, maintenant, peut-être on a plus de liberté. Et quelques années plus tard, j'étais jeune journaliste à Radio France, puisque j'ai été la première journaliste noire à Radio France. Je faisais des recherches sur des archives militaires du 19e siècle et je tombe sur le récit d'un officier français à sa hiérarchie à Paris qui raconte l'histoire d'une bataille, d'une résistance menée dans le nord du Sénégal par une reine qui n'arrivait pas à soumettre. Et c'était la reine d'Ateyala. Et je me suis dit, mais cette reine, c'est d'elle dont j'avais entendu parler dans l'enfance. Et donc, si les Blancs eux-mêmes mettent son nom dans leurs archives, c'est que ce n'était pas un mythe. Et ça a été vraiment le déclic, le point de départ, qui m'a donné envie de rechercher dans toutes les archives possibles européennes des traces de femmes pour les faire revivre et qui avaient marqué l'histoire de leur pays. Et comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager aussi à travers le continent, je cherchais des traditionnistes qui pouvaient me donner des compléments d'informations sur certains de ces personnages. Voilà en gros le point de départ, même si j'étais un peu longue.
Sylvia, moi je ne comprends pas comment on procède, soit c'est par élimination, soit par le choix de l'engagement de ces femmes. Je ne comprends pas, par exemple, que vous ayez choisi de ne pas célébrer ma grand-mère dans son village de Pakaliba en Gambie. Vous voyez, je vais chercher loin mon histoire personnelle parce que chacun voit sa grand-mère, son grand-père, son héros à monter en exemple. Alors, ça procédait à quoi? Est-ce que c'était retrouver l'histoire de toutes ces héroïnes ou alors il y en avait à éliminer et dresser cette liste? Malheureusement, ce n'est même pas un travail d'élimination. Déjà, c'est un travail colossal. Ce sont des recherches qui m'ont pris une dizaine d'années. Et j'avoue que parfois, il y a beaucoup de frustration parce qu'il me fallait suffisamment d'éléments pour dresser un portrait cohérent qui pouvait illustrer le parcours de ces personnages. Donc j'ai eu 22 portraits de femmes très différentes dans des univers, des contextes et des zones géographiques différents du continent africain. Mais si j'ai parlé de certaines, c'est parce que j'ai eu suffisamment d'informations pour dresser un portrait d'elle. Et d'autres, par contre, je trouvais dans des archives une ligne, deux lignes, et rien du tout après, ni les traditionnistes, ni d'autres écrits. Donc j'étais obligée de les laisser de côté parce que je n'avais pas suffisamment d'éléments sur lesquels m'appuyer pour étayer déjà leur existence, leur action, et pouvoir, parce que je voulais que, moi je suis historienne, pardon, et je voulais que ce travail ne soit pas décrédibilisé par un certain esprit académique qui aurait dit elle ne parle pas que des sources écrites, donc c'est sujet à caution, ou elle a utilisé des traditions, donc c'est un travail militant, comme un professeur de la Sorbonne l'a lancé un jour en parlant de mon œuvre. Donc c'était pour moi important d'être crédible et d'avoir un maximum d'informations. Il y a beaucoup de personnages qui sont restés de côté parce que je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations pour en parler. Ce qui n'empêche pas, j'espère que les jeunes générations de chercheurs puissent à leur tour poursuivre ce travail. Ce n'est qu'un début, j'espère. Ne vous fiez pas au volume, hein, c'est assez massif, c'est 400 pages, mais ça se lit comme les livres de contes de notre enfance, des récits passionnants, on y découvre, on réapprend notre histoire. Mais alors, vous dépeignez certaines femmes, des héros, conquérantes, parfois même résistantes, mais à l'inverse, il y a ceux qui ont enfanté des héros qui sont aussi à célébrer. Est-ce que votre ouvrage peut souffrir, prenons l'exemple du Sénégal, de ne pas célébrer quelqu'un comme Mame Diarra Bousso, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a materné Cheikh Amadou Bamba, qui est aussi une référence. Est-ce que l'ouvrage peut souffrir de ce genre de manquement? Comme je vous l'ai dit, c'est une première contribution et j'avoue que je ne pouvais pas, parce que j'imagine que dans différentes cultures, notre continent est quand même très vaste et dans différentes régions, on peut retrouver beaucoup de personnages. Et seul, parce que ce sont des travaux, des recherches que j'ai faites seule, que j'ai financées seule, sans aucun soutien, donc il fallait pouvoir faire ces voyages, rencontrer les gens. Et il y avait aussi la possibilité d'accéder à des sources. Donc c'est vrai qu'il aurait pu contenir d'autres personnages, mais il aurait fallu que je puisse faire les recherches en conséquence. Et là, j'ai voulu mettre ces femmes dans différents contextes et dans différents statuts. Donc nous avons des reines qui ont dirigé des royaumes. Donc j'ai donné quelques exemples au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Angola, voilà, au Bénin. Donc j'ai quand même pas mal de pays où je présente des reines. J'ai voulu parler de résistance à l'esclavage arabe avec les femmes d'Ender, Talatender, mais aussi résistance dans la diaspora, aux États-Unis par exemple, contre l'esclavage, ou dans les Antilles. J'ai voulu parler aussi d'une grande commerçante du Nigeria au XIXe siècle qui préfigurait ce qu'on allait appeler les Nanabans, voilà, et plus les guerrières, les Amazones de l'ancien royaume de Dahomey. Donc j'ai placé ces femmes dans différents statuts pour montrer que la femme africaine a toujours participé au combat de sa société. Et on a parlé de féminisme à un moment en prétendant que le féminisme occidental allait nous apprendre à nous à être consciente de notre valeur et à nous défendre, mais peut-être qu'on a un féminisme antérieur à toutes ces féministes européennes, puisque au XVIIe siècle déjà est attestée la présence de grandes reines conquérantes sur le continent africain. Donc c'était pour montrer une première illustration
à montrer, surtout aux jeunes générations qui n'ont pas de repères et à qui on ne présente souvent que des modèles européens, Jeanne d'Arc, la reine Victoria d'Angleterre, ou etc. Et que nous aussi en Afrique, on peut avoir nos propres modèles. Mais le fait qu'il n'y ait pas des personnages dont vous me parlez, ça ne veut pas dire qu'elles sont exclues. C'est juste une entrée en matière et voilà, je lance un appel à tous nos jeunes universitaires, chercheurs, retournez dans vos régions d'origine, interrogez vos grands-parents, essayez de retrouver des archives, interrogez un maximum de sources possibles et faites revivre chacun dans votre espace, dans votre environnement, des personnages, hommes ou femmes d'ailleurs. J'ai pris les femmes parce qu'on n'en parle jamais dans l'histoire, mais dans tout mon livre, vous verrez les hommes aussi qui ont fait la grandeur de cette Afrique dans le passé. Et dernière chose, en fait, je me suis arrêtée à la fin du 19e, début 20e, parce qu'on me dit, il y a Aline Sitoé, il y a ce... Non, j'ai voulu d'abord faire cette première période. Et les périodes plus contemporaines, bon, on peut avoir des informations plus facilement là-dessus. Et j'y travaille aussi. Nous reviendrons tout à l'heure aussi sur le justificatif, puisque vous développez un concept de héroïne universelle. Nous n'en avons pas connaissance. Jeanne d'Arc a beau être héroïne en France, mais qu'elle n'est pas célébrée peut-être en Angleterre ou ailleurs. Dans les écoles, chez nous, c'est ce qu'on a appris. Moi, je n'ai pas appris Tala Thunder, j'ai appris Jeanne d'Arc. Moi, je crois, et je suis dans le projet Noyam pour qu'on puisse éduquer les enfants à penser, à se dire que c'est eux qui sont responsables de faire disparaître ces inégalités-là. Parce qu'on est contraint en ce moment, on est en face de personnes qui ont déjà des pensées, qui ont déjà des, comment dire, qui ont déjà peut-être, comment expliquer? Des idées arrêtées. Des idées arrêtées sur ce. Tu vas dire inégalité faite aux femmes. Les hommes vont maintenant te dire, mais arrêtez, c'est plus d'actualité parce que les postes maintenant, c'est les femmes qui occupent les meilleurs postes de responsabilité. Alors que la question n'est pas là. La question, c'est peut-être d'amener plus à ne pas penser égalité, mais équité. Comment faire pour que la femme puisse avoir les moyens d'accéder à des postes de responsabilité ou bien de se sentir responsable de quelque chose ou bien pouvoir aspirer à devenir quelque chose. Donc nous, notre combat, c'est plus vers les enfants, les éduquer, jeunes garçons et jeunes filles, pour dire Nyoyam, respecter les femmes, c'est respecter le monde. Donc c'est plus ça en tant que directrice d'école et puis ancienne, on va dire, élève d'une école féminine, parce que je suis ancienne élève de Yavuz Selim. On a vu une équipe carrément féminine, des directrices, des professeurs et tout. On partait aux Olympiades, mais tous nos dirigeants se sentaient responsables d'aller expliquer à nos mamans, à nos parents que les hommes pouvaient le faire, mais les femmes aussi pouvaient le faire. On pouvait voyager sans que nos parents pensent qu'on va aller faire la fête ou bien faire. On pouvait voyager ou bien rester à l'internat pour étudier sans que nos parents puissent être contraints à se dire est-ce qu'ils sont en sécurité. Donc l'honneur aussi revient à nos responsables. Et puis avoir aussi des parents qui ont su nous dire, voilà, vous êtes fille, vous êtes garçon, mais vous pouvez le faire, vous devez avoir confiance en vous. Et c'est maintenant, voilà, les fruits qui ont fait que, voilà, on se dit qu'on est ambassadeur, on est ambassadeur, c'est nous qui devons faire un monde meilleur pour les femmes. Ça doit être quand même une formidable contribution d'avoir ces femmes à donner un exemple, tel que les portraits, l'histoire brossée par Sylvia Sabet dans cet ouvrage, de pouvoir les donner un exemple participe à l'éducation aussi. Bien sûr. Pourquoi on a eu le plaisir d'accueillir Sylvia? Parce qu'avant ce projet, on avait déjà, chaque 8 mars, nos élèves interprétaient Nateyala. Parce que moi, je suis Walo-Walo, je viens du Walo. Donc, son histoire me tenait beaucoup à cœur. Et on avait l'habitude de fêter la reine Nateyala. Maintenant, à ça, s'y est ajouté Anzinga et toutes les héroïnes qu'elle a eu à nous présenter. Donc voilà, c'était un plaisir de les accueillir et de pouvoir voilà, avoir un bagage
pour mieux expliquer que la femme n'était pas au deuxième plan, mais plutôt au premier plan. Au Sénégal, on va dire que c'est les dames qui décident, bien que on dit que c'est les chefs de famille qui sont là, mais il y a toujours une belle dame qui est derrière pour voilà, apporter ses idées et remodeler, gérer l'aspect social et tout ça. Charles, est-ce que ça se rejoint? Moi, je les trouve peut-être irréconciliables les deux. Sylvia a un problème de riche, va chercher des héroïnes à monter un exemple. Mariem est presque en bas de l'échelle pour relever ces femmes qui sont déjà perdues par notre société, par les mutations. Elles sont réconciliables quand même? Je ne sais pas, mais je pense qu'on va vivre de plus en plus de grandes difficultés parce qu'il y a un activisme mondial qui est en train de se dessiner, de se consolider et qui nous amène aujourd'hui à des sortes d'éclatements de certaines pensées pour une pensée unique, unilatérale, et qui, à mon sens, me semble assez dangereux pour nous tous, pour notre propre identité d'abord d'Africain, d'homme ou de femme. Aujourd'hui, quand on parle de genre, on ne sait plus qui c'est plus sexe féminin, c'est pas sexe masculin, c'est un genre nouveau, parce que derrière, il y a une industrie nouvelle qui a envie que tout le monde s'habille de la même manière. Donc c'est de l'économie pure et dure. Il va falloir qu'on commence à analyser ces choses. De l'autre côté, c'est bon, j'aime bien ce que Sylvia a fait en replongeant comme ça dans notre histoire, parce qu'il faut qu'on se réapproprie notre propre histoire d'Africain. Il est totalement triste pour nous autres Africains d'avoir eu l'un des plus grands empires. Je ne parle même plus de l'Égypte, le plus récent, c'était l'empire des Mandingues, qui était l'équivalent de l'empire mongol au XIIe, XIIIe siècle, avant que les Wolofs ne quittent cet empire au XIIIe siècle, en 1230 ou quelque chose comme ça. C'est dire comment nous étions tellement riches. Maintenant, naturellement, les Européens nous ont déconstruit. Il y a eu une déconstruction qui a été faite, une déstructuration et de notre pensée et de nos fondamentaux. Et puis finalement, on se retrouve sans rien du tout. Alors, si on va aux États-Unis, on sait qu'il y avait une Madigan Ndiaye à Virginie qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Si on va en Russie, on trouve aussi le fils d'un grand penseur russe qui était sénégalais, qui était africain autant pour moi, et éduqué par une dame, une africaine. Et des exemples comme ça, on en trouve malheureusement pour nous. Et c'est là que je dis que ça va être difficile pour qu'elle se retrouve, peut-être, parce que tout simplement, nous n'avons pas investi dans deux créneaux essentiels. L'un, c'est l'histoire. Mais parce qu'un peuple, je veux dire, avant de construire un pays, on construit le citoyen. Et c'est par son histoire qu'on commence, afin qu'il soit bien éduqué. La deuxième chose, c'est la recherche. Et donc là aussi, de l'invention à l'information. Et c'est peut-être là que j'ai un problème avec Madame Dia, parce que les choses vers lesquelles elles sont en train de parler me semblent totalement perdues d'avance, parce qu'avant d'aller quelque part, il faut savoir qui on est. On ne sait plus qui on est aujourd'hui. On ne sait pas si on est un homme ou si on est un garçon. On ne sait même pas, on n'est même pas africain. Et je pense de ce point de vue, vous dirigez quand même, quoi qu'on dise, les hommes que nous sommes devenus sont les produits de votre éducation. Je veux dire, elle commence d'abord à l'école. Elle commence d'abord à la maison avant qu'on aille à l'école. Est-ce qu'il y a de ce point de vue quelque chose qui n'a pas été raté? Parce qu'il y a des influences qui nous sont venues d'ailleurs, qui nous ont dit ne pensez plus en africain, n'agissez plus en africain, vous êtes ou ça. Et finalement, la révolution culturelle qui aurait dû se faire, la révolution de la pensée ne s'est jamais opérée. Aujourd'hui, ce que je vois faire, excusez-moi d'être long, c'est de faire tout simplement, de reproduire ce qui nous vient d'ailleurs. Alors, j'ai envie de donner la parole à Mme Dia pour réagir à l'interpellation de Charles, mais on va retourner à Sylvia et puis la discussion est libre. Sylvia, est-ce qu'on peut réconcilier, parce que c'est une préoccupation quand même, réconcilier le fait de vouloir monter sur un piédestal ces héroïnes qui avaient un viatique, qui avaient un fonctionnement et qui peut-être n'auraient pas reconnu aujourd'hui le combat que mène Mme Dia pour certainement l'égalité, pour mettre la femme au menu. Est-ce que dans notre société traditionnelle, les préoccupations contemporaines d'aujourd'hui étaient les mêmes, vous qui avez reparcouru cette histoire? Déjà, je pense qu'on n'est pas en opposition, en contradiction, parce que moi, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement, comme disait monsieur, il y a une espèce de courant comme ça qui arrive de l'extérieur et qui veut que toutes les femmes prennent le même flambeau et s'alignent un peu sur les dictates de ces féministes européennes qui, dans des contextes différents, ont des raisons de se battre. Mais nous devons peut-être aborder les choses de façon différente en utilisant déjà nos propres armes et en tenant compte de nos contextes culturels. Mais ce qui reste important, c'est qu'une femme est un être humain
Donc elle a son intelligence, elle peut apporter des choses à la construction de la société, de la communauté. Et d'ailleurs, je suis intimement persuadée que notre continent africain est porté par les femmes. Ce sont elles qui parfois font plusieurs petits métiers pour permettre d'envoyer leurs enfants à l'école, donc qui préparent la jeunesse et l'avenir et les cadres de demain. Ce sont elles qui se sacrifient pour soigner des enfants, qui participent à l'économie même informelle. Quelquefois, les hommes, selon leur plaisir, leur intérêt, le salaire qu'ils gagnent peut se disperser ailleurs que dans le foyer. Mais la mère se sent responsable de son foyer, de ses enfants. Déjà, c'est une action citoyenne, déjà, de se sentir responsable de gens qu'on a mis au monde ou d'une communauté qui vous entoure. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie d'expliquer que dans notre histoire, nous avons eu des modèles de femmes qui, sans se poser des questions, ont dit « ma société est en danger, je ne veux pas courir me cacher dans la brousse, mais je suis à côté de mon père, mon mari, mon frère, mes fils, pour me battre avec eux, pour protéger ma société. » Donc ces femmes ne se sont jamais posé la question est-ce que genre et tout ça. Donc nous avons ces exemples de femmes dignes, courageuses. Donc on n'a pas besoin de chercher des exemples à l'extérieur. Malheureusement, ces exemples ne sont pas diffusés ni dans l'éducation, ni dans les mentalités. Donc c'est pour ça que, comme disait monsieur, il faut se réapproprier son histoire. Deuxième chose, je disais, la femme est un être humain et ça rejoint un peu l'action de Mariam quand elle disait qu'on va dans les familles pour assurer les femmes, dire que ces jeunes filles qui sont en formation, qui sont éduquées, peuvent aussi, c'est pour leur bien, qu'elles ne vont pas passer leur temps à s'amuser, qu'elles sont plus intelligentes que ça et qu'elles ont conscience de leurs valeurs. Donc c'est une espèce de prolongement. Et la femme étant un être humain, ça ne signifie pas qu'elle doive accepter de se faire tabasser par un mari parce qu'elle a apporté le riz à 10 minutes en retard ou qu'elle doit se faire défigurer pour telle ou telle raison. C'est un être humain. Donc rien ne justifie que la femme puisse être considérée comme quelque chose d'annexe qui doit porter tous les malheurs du monde, alors qu'à deux, avec les hommes à nos côtés, on est plus fort. L'homme marche sur deux pieds. Donc si vous arrivez à couper un de vos pieds ou à le maltraiter, forcément, vous êtes déséquilibré. Et je crois que c'est surtout ça qu'on doit garder à l'esprit. Et c'est notre façon de façon beaucoup plus pragmatique qu'on doit envisager un peu ce combat pour dire à la femme que si elle-même, elle ne s'aime pas, il n'y a aucune raison que d'autres ou que l'homme en face d'elle puisse l'aimer ou la considérer. Il faut qu'elle ait conscience d'elle, qu'elle apporte quelque chose à sa société, donc elle est estimable et digne de respect. Et je pense que c'est un peu Moi, je montre à travers l'histoire, nous avons des exemples dans notre propre culture, et elle fait ce travail au niveau du terrain, en expliquant nous devons avoir confiance en nos femmes et nos jeunes filles d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la somme de la célébration de toutes ces héroïnes dans différents pays, Zinga en Angola, Poukou en Côte d'Ivoire, Dateyala ici, qui devrait faire notre histoire commune, puisque quand même, il faut l'avouer, elles sont célébrées chacune dans son pays. Au Sénégal, on ne peut pas dire qu'un Dateyala ne soit pas enseigné ni célébré. Mais est-ce que ce n'est pas la somme de toutes ces histoires qui devrait faire notre communauté d'histoire? Parce que votre postulat de base, il est aucune héroïne africaine n'est reconnue par l'histoire universelle. Bon, par l'histoire universelle, est-ce qu'il y en a même des héroïnes occidentales qui sont reconnues par l'histoire universelle au-delà du fait qu'ils ont des moyens de diffusion très puissants, peut-être qui pénètrent encore plus en profondeur nos sociétés, mais qui soient reconnues par l'histoire universelle? On peut poser le débat. Oui, enfin, l'histoire universelle nous enseigne quand même. Je disais, moi j'ai eu la chance d'être scolarisée au Sénégal du temps du président Senghor, ou dans les programmes d'histoire. Moi j'ai appris les grands royaumes d'Afrique et les grands personnages. Et quand je vois mes camarades du même âge qui étaient en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo et ailleurs, ils apprenaient nos ancêtres les Gaulois, ils apprenaient Jeanne d'Arc, ils n'apprenaient rien sur l'histoire de leur pays. Donc déjà j'estime que moi, et c'est peut-être ça qui a forgé aussi mon esprit, et qui adulte, étant bien formé, ayant la même formation que ces occidentaux
qui décident de diffuser de nous une histoire qu'ils ont imaginée, puisque dans beaucoup de livres d'histoire, on disait l'Afrique n'a pas eu d'histoire. D'ailleurs, récemment encore, on a eu le culot de nous le lancer. L'Afrique n'a pas eu d'histoire, vous viviez dans les arbres. Et aujourd'hui en France, pour les jeunes afro-descendants qui vivent en France, dans les écoles, les petits camarades blancs leur disent oui, tu vis avec les singes et ceci, cela. Donc on a besoin de former. Donc ce livre, effectivement, c'est pour des jeunes africains, afro-descendants, mais aussi pour des jeunes du monde entier, pour qu'ils sachent que le petit camarade noir qui est à côté de lui, il a une histoire, il a un passé, il a eu des ancêtres qui se sont battus dignement comme n'importe quel autre être de la terre, parce que ce sont des valeurs universelles. Le courage, la dignité, tout ça, c'est l'envie de liberté, ce sont des valeurs universelles. Donc c'est une façon d'apporter une contribution à l'humanité pour qu'on puisse nous voir différemment. Et cela dit, je vous disais que les Occidentaux, effectivement, ils ont leurs moyens de diffusion. Et dans l'histoire universelle, dans tous les écrits, le personnage historique féminin de référence, c'est Jeanne d'Arc. Et ça, vous prenez un petit Japonais qui connaît vaguement l'histoire de l'Europe, il en a entendu parler à un moment ou un autre. Et même vous allez sur Google, sur toutes ces sources de réseaux sociaux, ce sont toujours ces personnages qu'on met en avant. Or, nous avons dans notre histoire des personnages à mettre en avant. Donc c'est pour ça. Alors rapidement, pour répondre précisément à votre question, c'est vrai qu'aujourd'hui les historiens ont une vision un peu nationaliste en pensant qu'en s'enfermant dans le carcan de notre territoire, on doit mettre en avant que les personnages de notre... Nous sommes issus d'un grand continent qui a une vaste histoire et qui a connu à peu près les mêmes déboires au même moment. Et donc, on peut partager nos expériences, on peut partager nos personnages, parce qu'ils ont eu tous à peu près les mêmes réactions de résistance face à la même oppression. Donc, ce n'est pas une raison, c'est pour ça que j'ai parlé de plusieurs pays, pour montrer dans des contextes totalement différents, ces femmes ont eu la même réaction. Elles se sont senties protectrices de leur peuple, protectrices de leur communauté. Et donc ça, c'est important de montrer qu'il n'y a pas seulement des héroïnes sénégalaises qu'il faut mettre en avant, mais il y en a eu en Côte d'Ivoire. Et puis, j'espère que ces femmes pourront entrer dans un panthéon de l'histoire universelle, parce que, comme d'autres dans d'autres régions du monde, je vois les Indiens d'Amérique qui ont été réduits à un peuple totalement asphyxié, enfermés et qui avaient une histoire, et enfermés dans des réserves. On leur a pris leur terre, on leur a volé leur histoire, et aussi se battent pour faire reconnaître leurs grands personnages. Donc c'est un désir légitime, et je pense qu'on a besoin de montrer que ce n'est pas seulement dans tel pays qu'il y a eu tel ou tel héros ou héroïne, mais sur l'ensemble de l'Afrique, on les trouve aussi. Voilà. Les limites sont... Mariam Dia, j'ai envie de revenir à vous, bien entendu, puisqu'on parlait de programmes scolaires, d'éducation, d'enseignement à diffuser. J'avais convoqué la militante tout à l'heure. Cette fois-ci, je convoque la directrice d'école. Est-ce qu'on a fait l'effort d'introduire dans les programmes, justement, de devoir enseigner ces figures? Cet ouvrage devrait être dans toutes les bibliothèques des établissements scolaires, ne serait-ce que pour partager, au-delà des figures du Sénégal, de partager les figures qu'on peut avoir en commun dans notre histoire. Mais je dis vous, parce que je vous confonds avec ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité de diffuser le savoir dans les établissements. On en est encore loin quand même, non? Bon, on en est encore loin, c'est une question à se poser, tout en sachant que maintenant, on a beaucoup plus d'écoles qui s'engagent à faire ça. Je vais prendre l'exemple de notre école. Bien sûr, le curriculum, il est à revoir, parce que si on prend le fait que l'enfant passe plus de temps à l'école que chez lui, c'est notre devoir en tant qu'instituteur de leur apprendre la vie en tant que tel, pas juste la théorie, mathématiques, français et tout. Nous, dans notre école, par exemple, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des cours d'orientation, on fait des cours de morale, tout en choisissant des thèmes. Par exemple, le mois de décembre, on a choisi le thème de la femme. C'était pour, en fait, casser un peu le mythe du 8 mars. On attend mars. On n'a pas besoin d'attendre un mois pour fêter la femme. On peut choisir n'importe quel mois pour fêter, pour instruire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un regard différent sur l'éducation. Nous, nos enfants, à midi, ils vont manger, ils reviennent. On a des thèmes.
chaque décembre, Madame Serba, quand elle est venue, elle a su que tout le monde connaissait déjà son histoire. Les élèves ont posé des questions, c'est-à-dire on prend le temps d'instruire nos élèves et de les amener dans la bonne direction. Mis à part maintenant le quantum horaire qu'on essaie de respecter en anglais et en français. Donc c'est pour dire que il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que les responsables s'engagent à faire quelque chose avant de le faire, que le ministre de l'Éducation dise on doit enseigner ça pour le faire. On peut toujours trouver du temps pour enseigner, pour faire ce dont on a besoin. Je vais un peu prendre l'exemple de notre université quand on était en Turquie. Je faisais partie des Africains. Donc, on était une communauté africaine, personne ne reconnaissait l'Afrique. Tu dis, je viens du Sénégal, Afrique. Ils pensaient que l'Afrique, c'était carrément un pays. Ils ne savaient pas que l'Afrique était un continent, qu'il y avait des pays. On n'a pas attendu nos responsables. On a décidé, en tant qu'Africains, de créer une journée. This is Africa. On a écrit le projet pour qu'on nous finance. Il n'y avait pas de financement. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est cotisé pour la première édition. On a fait des danses, on a raconté l'histoire africaine, on a fait les différents plats sénégalais, maliens, nigériens et tout, pour la première édition. Et c'était un boom. Tous les Turcs, les étrangers étaient là, ils voulaient savoir, ils voulaient s'enquérir. Pour la deuxième édition, maintenant, ils sont venus nous financer. Et finalement, ce n'était même pas une seule journée, mais c'était 2 jours ou bien 3 jours. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas attendre que les dirigeants fassent quelque chose. Nous, en amont, avec une petite goutte, on peut faire quelque chose. Et après, ils verront que c'est un boom et ils mettront leur participation. Charles, vous connaissez très bien l'histoire générale du Sénégal qui a défrayé la chronique dans ce pays. Est-ce que finalement les germes ne sont pas en nous-mêmes ou finalement chacun veut monter sur un piédestal son ancêtre, son héros, pour ne pas partager la vision peut-être commune qu'on devrait avoir? Est-ce que ce ne sont pas ça les limites que nous portons en nous-mêmes? Que nous cultivons. Que nous portons. Oui. Non seulement nous les portons, mais nous les cultivons, c'est encore pire. C'est-à-dire aujourd'hui, si on pense que l'histoire du Sénégal s'arrête à celle des familles, alors bon, ceux qui veulent y croire, c'est leur affaire. Les vérités, il faut qu'on se les dise, que ça fasse mal ou pas, on les prend en plein. Mais bon, ça va nous rougir les yeux et pas les crever. Le grand problème que nous avons aujourd'hui, je l'ai dit, il va falloir qu'on se réapproprie notre histoire. Elle ne commence pas hier, hein. Il y a bien longtemps. Maintenant, comment faut-il faire? Comment faut-il prendre des raccourcis de manière assez intelligente dans un pays où vous n'avez pas de salle de cinéma, vous n'allez pas projeter de films qui vont parler de votre histoire, dans un pays où les théâtres n'existent quasiment plus. Et ça, ce sont les principaux canaux. Bon, sauf qu'on n'a plus ça. Aujourd'hui, on a quand même la révolution digitale. On a Internet qui permet à tout un chacun, sur son téléphone portable, de pouvoir savoir qui c'est Aline Sitoé Diatta. Mais encore faudrait-il faire un film sur elle. C'est pour ça que je parle d'intelligence culturelle, c'est-à-dire que c'est un ensemble. Il va falloir construire, et pour construire, il faut que les intelligences qui soient dans les différents secteurs des arts, qui soient dans les secteurs de la production par ailleurs, dans les infrastructures et tout, convergent vers un seul point qui est celui du citoyen qu'il faut construire, de l'Africain. Et c'est partant de ce qu'on va montrer à ces Africains sur les sur les réseaux sociaux, dans nos livres, comme vous l'avez si bien fait, que l'Africain pourra revenir, d'abord se découvrir, se redécouvrir, parce qu'en fait, il ne sait même plus. Il ne sait même plus, on est en train de nous plonger dans une sorte de consensus amené par un activisme mondial qui veut nous amener je ne sais pas où. Il va falloir qu'on s'arrête. Et là, c'est les politiques. Il y a une volonté politique pour dire, bon voilà, quel est l'Africain, quel est le Sénégalais que je veux construire. En fait, faut-il pas seulement... Je veux dire, il faut qu'on sorte de cette espèce de recentrage, de repli sur soi-même pour nous ouvrir vers les autres, parce que l'Afrique a une très riche histoire. Mais là aussi, je pense que les femmes, elles ont beaucoup plus à faire. Aujourd'hui, quand Madame parle de Senghor, moi j'ai toujours développé un complexe de supériorité par rapport, qu'il soit français, qu'il soit anglais ou autre. Pour la seule et simple raison, quand je suis devant un français, je sais aussi bien parler de son histoire que je le ferai avec l'anglais pour Shakespeare et tout le monde, sauf qu'ils ne savent pas le faire pour moi. Donc s'il a un complexe de supériorité, c'est moi qui l'ai. Et ça, je le dois à Senghor, et parce que Senghor a fait de nous des hommes du monde, des citoyens du monde. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je pense que nous sommes revenus sur nous-mêmes et nous avons coupé. Et les femmes, de ce point de vue, ont un rôle essentiel. Parce que quand, je disais la fois dernière, on parlait de Hessel, quand justement la femme qui va trouver dans la couleur qui n'est pas la sienne, ça veut dire que tout ce qui est blanc est beau, tout ce qui est blanc est vrai. Alors à partir de ce moment-là, tu t'exclus toi-même de ton contexte, tu en sors pour épouser une réalité, une pseudo-réalité qui n'est pas la tienne. Donc c'est la première faillite. La première faillite de nos sociétés aujourd'hui, je suis désolé, ce n'est pas les hommes, ce sont les femmes.
Ce sont les femmes qui sont allées chercher d'autres cheveux. C'est les femmes qui vont épouser d'autres styles et tout ça. Mais pourquoi? On dira que c'est pour nous les hommes. Très bien, nous sommes complices de ce point de vue. Mais je veux dire, il y a un véritable travail qui devrait se faire. D'abord, à commencer dans nos langues nationales à apprendre à nos enfants les sciences et tout ça dans nos langues. Parce que pour moi, il y a une terrible catastrophe, un choc psychologique pour un enfant qui va à l'école, qui parle Wolof ou Salakholé ou Alpulaar toute sa vie jusqu'à 5 ans et qui vient à qui on va apprendre des choses en français. Donc de ce point de vue, il va falloir qu'on parle. Comment vous allez mettre dans la tête, dans nos têtes à nous, comment vous allez faire de nous des leaders? Mais pour faire de nous des leaders, il faut s'inspirer de son histoire. Et s'inspirer de son histoire, c'est aller voir le ministère de la Culture, c'est aller voir le ministère de l'Éducation, c'est aller voir le ministre de Sciences ou je ne sais pas quoi, de l'enseignement supérieur, leur dire voilà ce qu'il faut faire pour construire. Mais sinon, si on doit attendre que nous vienne de l'Europe ce qui est en train de se passer actuellement et qui est d'une nullité effroyable, et l'histoire universelle, j'y crois pas si je n'en fais pas partie. Les Africains n'y sont pas, donc l'histoire universelle, qu'ils la gardent pour eux. Sylvia, dans beaucoup de nos pays que vous évoquez, il y a une forte tradition orale, bien entendu, et certainement c'est la base de travail de ce récit scientifique. L'histoire, c'est une science. Mais quelle est la part de légende, quelle est la part de vérité dans les histoires qu'on vous a racontées et que vous traduisez par l'histoire vraie de ces héroïnes? Ah, vraiment, c'est une question sur laquelle je pourrais m'étendre, mais bon, je vais essayer d'être très concise. En fait, comme je l'ai expliqué, pour ce livre, j'ai travaillé sur des sources écrites, donc des sources arabes, traduites en français, bien sûr, des sources portugaises, anglaises, françaises, italiennes, enfin voilà. Et ces sources écrites m'ont donné des indications précises sur des dates, sur des contextes, sur des forces en présence, voilà, des choses assez cadrées. Et avec les sources orales, bon, on a été formés, moi je suis une élève, un de mes maîtres, ça a été le professeur Kizerbo, justement, qui disait que nous, historiens africains, nous ne devons pas abandonner les sources orales, contrairement aux Européens qui voulaient absolument piétiner toutes ces sources. Et donc on nous apprenait, dans le récit qu'on nous faisait, à essayer de collecter les informations qui nous permettaient d'avancer et non pas selon qu'on est d'un côté de la barrière ou d'un autre. Donc on va vous présenter tel personnage magnifique et tout. Et comme me disait par exemple un ambassadeur béninois de l'UNESCO, il me dit mon peuple fait partie de ceux qui ont été martyrisés par les Amazones. Donc vous mettez les Amazones en avant, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi des peuples qui ne les considèrent pas comme des héroïnes. Donc vous voyez un peu la difficulté. Mais ce que j'ai réussi à faire avec ces sources orales, c'est que grâce à ça, j'ai réussi à entrer un peu dans le quotidien. J'ai appris comment les gens vivaient, quelles étaient les activités humaines, comment on s'habillait, comment les sociétés organisaient, quel caractère avait tel ou tel personnage, telle reine, on disait elle était comme ci, comme ça. Donc ça faisait un peu plus vivant. Mais tout ce qui était hagiographique, un peu, bon, ce n'était pas nécessaire pour mon récit. Donc c'est pour ça que j'ai voulu présenter ces personnages dans leur action, en évitant de trop... je ne voulais pas en faire des personnages extraordinaires. Par exemple, il y a des héros positifs, mais il y a des héros négatifs aussi. Hein, je ne voulais pas, parce qu'elle a été reine ou résistante, dire que c'était une femme extraordinaire. Il y en a qui étaient cruelles. Il y en a une, par exemple, dans le 108 en Côte d'Ivoire, une reine-mère, qui était une espèce, elle adorait les hommes, et dès qu'elle avait fini avec un amant, elle le faisait tuer parce qu'elle ne voulait pas qu'une autre femme passe après elle. Donc voilà, je raconte ça, parce que, alors qu'elle a fait d'autres choses positives par ailleurs. Donc c'est pour ça qu'avec les sources orales, d'ailleurs on peut y rester des heures, les écouter, mais savoir ce qu'on veut, savoir de quelles informations on a besoin pour compléter un récit, et ne pas entrer dans toute cette partie où on essaie forcément de rendre des héros extraordinaires. Et par exemple, pour la vie de Chaka, je parle de la mère de Chaka, l'empereur des Zoulous, qui a construit cette nation et qui est un grand héros pour une partie du peuple sud-africain. Et le livre fondateur, ça a été écrit par Thomas Mofolo, qui, lui, son peuple, a souffert
justement de l'expansion de Chaka. Donc il a porté un regard différent sur ce personnage qui a tué sa mère d'ailleurs parce qu'il avait été traumatisé par une enfance où il était rejeté et c'était un homme cruel. On expliquait sa cruauté du fait qu'il a été rejeté par sa société parce qu'il était considéré comme bâtard. Voilà, et en Afrique, être bâtard, surtout à l'époque, c'était grave. Donc il est devenu un grand chef, un grand dirigeant, mais en même temps, il avait ses travers. Donc j'espère, en tant qu'historienne, j'ai réussi à faire la part des choses, mais il ne faut pas se jeter à corps perdu parce qu'on a un récit de vouloir absolument mettre sur un piédestal un personnage en pensant chaque être humain a ses défauts, ses faiblesses, il faut en tenir compte et c'est ridicule de n'en faire qu'un personnage absolument magnifique et qui n'aurait que des choses positives à montrer. Dans une dimension plus presque intimiste, on va le dire, à considérer que c'est un ouvrage fondateur de quelque chose, puisque c'est vraiment la première fois qu'on met autant d'héroïnes de pays divers, du nord au sud, d'est en ouest de l'Afrique, mais il faudra quand même qu'on pense à la partager, la diffuser le plus largement possible. Vous le savez, nos pays utilisent des langues étrangères, qu'on appelle d'ailleurs des langues étrangères, ce n'est pas pour rien. Il faudrait que ce livre soit en anglais, en espagnol, en portugais. Qu'est-ce qu'on en fait ? On peut le traduire fidèlement déjà. C'est mon ambition, mais il y a une chose que je dois vous dire, c'est que autant ce livre a eu un succès énorme auprès du public, parce que j'ai voulu cibler un grand public qui n'a pas accès à ces archives, à ces informations, alors que si j'avais fait un travail purement universitaire, il serait resté dans une bibliothèque, et d'autres chercheurs auraient pu le faire, ils ne l'ont pas fait. Donc autant ce livre a eu un succès phénoménal dès le départ, parce qu'on montrait des Africaines sous un autre jour, hein, parce qu'aujourd'hui, même dans les médias internationaux, l'image qu'on diffuse de nous, c'est la misère, la soumission, le désarroi, c'est tout ça, alors qu'on a des femmes, même dans nos personnalités, chacun peut trouver dans sa famille une tante, une mère qui a de la personnalité. Autant ce livre a suscité, et je l'ai appris à mes dépens, des réserves dans certains milieux occidentaux, mais qui ne vous le montrent pas de façon frontale. Donc j'ai eu, par exemple, il y a eu un éditeur allemand qui a voulu le traduire. Ça s'est fait dans mon dos. J'ai découvert la sortie du livre sur Internet, alors que dans mon contrat d'édition, je devais vérifier les traductions qui se font par rapport à la validité, à l'authenticité de mon livre. Là-dedans, il a enlevé, la première version du livre faisait 300 pages, il a enlevé 400 paragraphes, tout ce qui concernait des sociétés organisées, des gens qui avaient leurs activités, des voyages, du commerce de longue distance entre l'Afrique subsaharienne et par exemple l'Égypte et la Libye et jusqu'au-delà. Tout ça, les grands royaumes organisés, tout ça, ça a été supprimé de mon livre. Et à la place, des clichés, les Africains sont des cannibales, les Africains sont ceci. Chacun faisait le guide pour des chasseurs d'éléphants anglais, alors que dans l'histoire, jamais ce n'est montré. Donc, et c'est sorti sous mon nom, avec le titre de mon livre. Et je suis allée en procès en France, puisque je n'avais de contrat qu'avec mon éditeur français. Et la justice française, au bout de 5 ans de bataille juridique, m'a déboutée, malgré les lois qui interdisent de changer une ligne d'un texte sans l'accord écrit de l'auteur, en estimant que, puisque c'est l'histoire de l'Afrique, on peut l'interpréter comme on veut. Donc les éditeurs qui avaient cautionné ce travail de falsification de mon livre ne pouvaient pas être touchés. Voilà, donc c'est là où ça m'a appris que finalement, ce livre gênait aussi certains esprits conservateurs et rétrogrades. Mais vous attendez à quoi? Vous avez la triple peine. Vous vous définissez comme une franco-afro-entier, franco, vous le savez. Mais oui, Charles. Je disais tout de suite, mais bien sûr, c'est-à-dire on est dupes, on est très naïfs, nous les Africains aujourd'hui. Quoi, je veux dire, il appartient tout simplement, c'est un livre qui rentre dans notre produit national. En fait, parce que c'est tout simplement un produit intelligent. Il appartient au ministre de l'Éducation, il appartient au ministre de la Culture, et à nos ministères et même peut-être aux Africains de se positionner et de dire c'est notre patrimoine culturel qui est là et on n'entend pas le voir falsifié ou le voir changer, tout simplement par rapport à des intérêts que nous ne maîtrisons pas. C'est pour cela que nous sommes en train de te parler tout à l'heure
d'activisme mondial, il va falloir qu'on fasse très attention, et particulièrement les femmes. Parce que les produits qu'ils vont nous amener, les produits qu'ils vont vouloir faire de nous autres, vous êtes les premières personnes regardantes à pouvoir regarder dès le comportement du gamin jusqu'à ses 12 ans quand il rentre au lycée pour voir quelles sont les changements qui s'opèrent en lui afin de voir s'il faut rectifier ou s'il faut changer pour qu'on ne perde pas d'abord l'enfant et après le Sénégalais, ensuite l'Africain. Parce qu'on va vers cette déstructuration. C'est en train de nous arriver et toutes les personnes comme Sylvia, toutes les autres qui vont se positionner, vont se battre pour parler de nous, pour ramener notre histoire, parler de nos ancêtres, mais on va se retrouver. C'est une bataille qui, à mon sens, est lancée à nous aujourd'hui et particulièrement aux femmes, et ça c'est la demande que je vais faire à Madame Dia, d'anticiper, de commencer à penser peut-être à cette affaire-là. Mariam, sur l'interpellation de Charles, rapidement. Oui, bon, on y pense tout en sachant que même le projet Noyam, il a fallu beaucoup on a pris beaucoup de mois pour... Vous permettez Noyam Noyamouniou biologiquement, entre guillemets. On va traduire pour Sylvia, Noyamouniou, ça veut dire on n'est pas tous égaux. Voilà, bon. Donc, il a fallu beaucoup de mois d'interprétation et tout, de discussion avant d'accepter le projet. Parce qu'on va dire qu'on va dans ce processus de destruction. Et la question c'est un truc inévitable. Alors, est-ce qu'on donne à nos enfants les armes nécessaires pour pouvoir combattre ce qui va venir, ou bien est-ce qu'on laisse ce sujet pendant? Parce que quand ils prennent le mot genre, ça ne veut pas juste dire les femmes ou les hommes, ça va ça dépasse tout ça. Donc on s'est dit, bon, pour l'instant, on laisse la question de savoir est-ce qu'on donne nos enfants les informations nécessaires ou bien non. On s'est dit on va juste s'arrêter au projet Noyam tout en sachant qu'on parle des femmes et des hommes et on va dire aux intervenants de ne s'arrêter qu'à ça. Donc pour l'instant, la question elle est pendante tout en sachant qu'on vit dans un monde où le sujet est presque inévitable. Donc on va voir comment ça avance et après on pourra poser le débat. Sylvia, vous posez là une œuvre de réhabilitation du patrimoine, parce qu'il s'agit de ça, du patrimoine culturel africain. Dernièrement, la France a initié de restituer le patrimoine immatériel, le patrimoine resté en France. Est-ce qu'il y a un lien à trouver entre les deux? Cette action trouve, grâce à vos yeux, de restituer le patrimoine soustrait à l'Afrique pendant la période où les pays étaient occupés encore par le colonisateur? C'est vrai qu'il faut savoir démêler entre les discours comme ça qui sont faits, qui sont lancés, les mots d'ordre, les injonctions. Bon, c'est le nouveau truc à la mode, restitution des œuvres et tout. Mais je vois que nous, jeunes, enfin, je ne suis plus si jeune que ça, mais dans mon esprit, je le suis, chercheurs africains, quand on essaie de se réapproprier notre propre histoire, on nous met des barrières, on essaie de nous casser, on nous met des bâtons dans les roues. Et j'ai essayé de lire aussi, de voir comment concrètement pouvait se faire cette restitution. Et j'ai bien compris, et en ayant été aussi dans certains musées, et les gens disent « Ah non, on ne va pas rendre les œuvres, on va prêter les œuvres à certains pays africains. Bon, c'est vrai qui leur appartiennent, c'est leur patrimoine, mais c'est aussi le patrimoine de la France, donc on leur prête pendant quelques années, ou s'ils veulent faire des expositions, on va leur prêter. Donc, est-ce qu'il y a une hypocrisie derrière tout ça? Dans mon livre, je parle de la Vénus Hottentote, par exemple, cette jeune sud-africaine d'une vingtaine d'années qui a été arrachée à l'Afrique du Sud, qui a été envoyée en Angleterre, mise dans une cage à barreaux, parce que c'était l'époque, au 19e siècle, du racisme scientifique, où les savants blancs s'évertuaient à démontrer une infériorité des Noirs. Donc pour eux, leur passion, il y a des races. Au-dessus de la pyramide, il y a nous les Blancs, il y a les Asiatiques, et le noir, c'est le chaînon manquant entre le singe et l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos footballeurs dans les stades se font siffler des cris de singe quand ils arrivent. Tout ça, ça vient de cette période, et la France ou d'autres pays occidentaux n'ont jamais démenti ça, n'ont jamais
appris dans leurs écoles qu'on ne doit pas, que c'était faux et qu'on ne doit pas dire ça aux gens. Bon, alors cette jeune sud-africaine a été montrée comme ça, comme un spécimen d'Africain inférieur. Et donc il y a eu toute une histoire dramatique autour d'elle, que je raconte dans le livre, mais les Sud-Africains ont dû se battre pendant des années pour qu'on restitue les restes de cette femme quand elle est morte, on l'a dépecée, on a mis ses organes génitaux dans un bocal de formol parce qu'on voulait démontrer que les femmes africaines avaient les parties génitales qui débordaient sur les cuisses. Des inventions totales, hein, qu'on a voulu montrer que son cœur ressemblait à un cœur de singe, que je ne sais pas quoi. Et c'est resté dans des bocaux au musée de l'Homme pendant des années. Et quand les Sud-Africains, il y a eu un grand mouvement pour réclamer la restitution de ces restes, pour qu'elle soit enterrée dignement dans son pays, après avoir été une victime de la rencontre entre l'Europe et l'Afrique. Et il a fallu plus de 10 ans pour que les Français acceptent de laisser partir, parce qu'il y a eu une campagne internationale, ils étaient indexés, c'est passé à l'Assemblée nationale pour autoriser une loi, parce qu'elle était considérée comme un spécimen scientifique appartenant au patrimoine français. Et c'est le président Mandela qui a dû donner de sa personne, et l'image de la France dans le monde scientifique était devenue tellement écornée qu'ils ont fini par sortir une loi au bout de 10 ans, et on a restitué ses restes, elle a eu droit à des funérailles nationales, et en disant que ça va, parce que pour eux, son âme, l'âme de cette fille qui a tellement souffert, juste parce qu'elle était noire, parce qu'elle était femme, traitée comme moins qu'un animal, il fallait qu'elle soit apaisée. Donc vous voyez que ce n'est pas facile. On nous dit on va vous restituer le trône de Benzin, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui sera? Et puis sur place aussi, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nos populations vont dans les musées? Parce que j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays, de discuter avec des responsables de musées. Les populations parfois ont peur ou disent que les objets sont désacralisés ou ce sont des objets maléfiques. Voilà, il y a toute une éducation à faire. Et je pense que ce n'est pas seulement dire on ramène les œuvres et que bon, ça va nous aider à mieux nous développer, mais je pense qu'il y a une réflexion plus en profondeur et un accompagnement à la fois mental, éducationnel, pour pouvoir faire ça au mieux. Sylvia, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle Commencer par la nouvelle, on finira par la bonne et je repartirai plus en plus. Donc, elles sont toutes les deux bonnes. Alors, c'est que c'est fini, malheureusement, mais le débat se poursuit sur le forum, sur la plateforme CNews+. Et certainement, vous ne serez jamais heureux, jamais plus heureux que ce débat la porte et qu'il soit, que les Africains se l'approprient. Mais peut-être que vous n'avez pas exploré aussi les meilleurs moyens de vulgariser. Peut-être qu'on devrait en faire des personnages de super-héros dans les bandes dessinées. Peut-être que ce ne serait pas... Les enfants ont déjà commencé à dessiner. Voilà. J'aimerais avoir des propositions justement de maisons d'édition pour faire la littérature jeunesse, parce que c'est vrai que je suis invitée un peu dans plein de pays différents dans le monde, et chaque fois des gens viennent me voir pour nos enfants. Est-ce que vous pouvez décliner ces personnages? Donc j'aimerais avoir un illustrateur qui accepte de faire ce chemin avec moi, et aussi des maisons d'édition qui aimeraient travailler à ça avec moi, parce que seul, bon, c'est difficile de faire de l'auto-édition, ensuite il faut diffuser. Un auteur ne peut pas à la fois faire son travail d'auteur, et c'est un métier, il faut être outillé pour pouvoir gérer toute cette partie exploitation d'une œuvre. Donc voilà, mais je lance un appel, et ça fait partie d'avoir des documentaires, retourner sur les traces de certains personnages dans certaines régions pour qu'on puisse faire raconter son histoire. Tout ça, ce sont des choses que j'aimerais pouvoir réaliser avant de disparaître, mais bon voilà, c'est pas facile. Vous êtes encore avec nous pour de longues années encore. Vous ne vous êtes pas trompé. Quand c'est sérieux, c'est sur cette plateforme que ça se passe. Charles, merci d'avoir encore été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour avoir beaucoup appris aussi. Mariam Dia, on vous laisse à vos occupations, retourner à l'école, enseigner bien sûr ce que Sylvia a partagé avec nous, et bon courage pour les causes militantes. Nyoyam, tous égaux, et bravo à toutes ces femmes qui s'activent pour que certaines choses quand même dans l'actualité récente du Sénégal ne se passent plus. Je crois que ça aussi c'est des valeurs universelles.
de ne pas faire souffrir la femme, l'être humain tout court. Merci d'avoir été avec nous. Pour passer un message, éduquer, sensibiliser les enfants, parce que c'est eux qui vont faire le monde de demain. Merci, amis internautes sur la plateforme Ce n'est plus. L'émission Sans détour prend fin. Nous avons eu le plaisir d'introduire cette discussion avec Sylvia Serbin et l'ouvrage fondateur Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire nous a servi de ligne directrice dans cette émission. C'est un ouvrage que je vous recommande. Ne vous fiez pas encore au nombre de pages. Il se lit très, très facilement avec de très, très belles illustrations. Sylvia, en tout cas, merci d'être revenue dans votre pays. Bon retour. Je disais que vous aviez la triple peine, franco-afro-antillaise. Franco pour le sentiment anti-français qui se développe, vous le savez mieux que moi. Afro, mur de lamentation, et antillais, on dit souvent qu'ils sont perdus, qu'ils n'appartiennent ni à l'Afrique, ni à l'Amérique, ni à l'Europe. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Ce que je peux ajouter, c'est pour ceux qui voudraient le livre, on le trouve au Musée de la Femme, où ils le vendent, au Monument de la Renaissance. Et il y a un troisième, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, dans ces deux déjà institutions, pour les Dakarois ou les Sénégalais qui rechercheraient l'ouvrage, il y en a quelques-uns qui restent à Dakar. C'est parfait. Merci. Merci de nous avoir suivis. À très prochainement sur Ce n'est plus. Merci.